À la fête de fiançailles, ma future belle-mère m'a giflé 2 fois, m'a traité de mendiante sans le sou, indigne de cette famille et m'a mise à la porte. J'ai immédiatement pris le téléphone et j'ai dit, « Papa, viens me chercher et occupe-toi d'eux sans aucune pitié. » Le son de la gifle était si net qu'il a transpercé la musique du quatuor à cordes, le tintement des verres de champagne, et les 47 conversations qui se déroulaient dans ce salon surchargé. Toutes les têtes se sont tournées. J'ai senti ma joue brûler avant même que mon cerveau ait traité ce qui venait de se passer. Et puis Diane Hargrove a ramené sa main en arrière et l'a fait de nouveau. C'est cette nuit-là que j'ai appelé mon père. C'est cette nuit-là que tout a changé. Mais pour comprendre pourquoi une femme de 58 ans dans un blazer Chanel crème se tenait dans son propre hall d'entrée et a giflé la fiancée de son fils 2 fois devant 60 invités, vous devez comprendre à quoi ressemblaient les 4 mois précédant cette soirée de février. Vous devez comprendre qui j'étais avant de devenir la femme de Boula, avec l'empreinte d'une main brûlant sur son visage, luttant contre l'envie de pleurer devant des gens qui sortaient déjà leur téléphone. Je m'appelle Kali Mérite. J'ai 35 ans. Je suis une architecte diplômée avec ma propre entreprise. Enfin, une entreprise que je co-dirige, mais j'y viendrai. Et j'ai passé la meilleure partie d'une décennie à concevoir des maisons pour des gens dans des banlieues qui ressemblent exactement à celles où tout ce désastre a eu lieu. Je connais ces quartiers. Je connais les règles des associations de propriétaires, les disputes sur les clôtures de 6 pieds de haut, les arguments pour savoir si une lucarne viole techniquement le règlement sur la ligne de toit. Je connais la façon dont l'argent se cache dans ces endroits. Niché derrière de modestes façades en briques et des garages pour 3 voitures. Je connais la façon dont les gens exhibent leur richesse lors de fêtes exactement comme celle que Diane Hargrove a donnée ce soir-là. Je pensais tout savoir sur le monde dans lequel j'entrais. Je me trompais sur presque tout. Laissez-moi vous ramener avant la fête de fiançailles. À un jeudi matin de début octobre, où mon plus gros problème était une dérogation de zonage pour une extension résidentielle à Nippeville et un client qui n'arrêtait pas de changer d'avis sur les dimensions de l'îlot de cuisine. À l'époque où je pensais que ma vie se mettait enfin vraiment en place. J'étais avec Gareth Hargrove depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire de formation continue sur les matériaux de construction durable. Pas exactement une rencontre mignonne qu'on mettrait dans un film Hallmark, mais ça a fonctionné pour nous. Il était promoteur immobilier commercial, 41 ans, divorcé une fois, pas d'enfant, grand, calme, le genre d'homme qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait jamais besoin. Nous avons avancé prudemment l'un avec l'autre, de la manière dont 2 adultes dans la trentaine qui ont été échaudés ont tendance à le faire. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant qu'il ne rencontre mon père. Nous sommes sortis ensemble pendant une autre année avant que je ne rencontre sa mère. Cet écart aurait dû me dire quelque chose. Ma vie à l'époque était vraiment belle, et je ne dis pas ça à la légère. J'avais travaillé pour cela de la manière spécifique et acharnée que les femmes en architecture doivent souvent le faire. J'avais passé la fin de ma vingtaine dans un grand cabinet du centre-ville à faire le travail qui a rendu célèbres les noms d'autres personnes. Et puis, à 31 ans, je me suis lancé à mon compte. Je me suis associé à un homme nommé Dex Callaway. Nous avions été associés juniors ensemble. Nous nous faisions confiance. Nous avions des compétences complémentaires. C'était lui le charmant qui décrochait des clients lors de dîner. J'étais celle qui restait jusqu'à 23 heures pour s'assurer que les dessins étaient impeccables. Nous avons construit quelque chose de réel. Mérite Callaway Design comptait 8 employés, une solide réputation dans les banlieues nord de Chicago et un carnet de projets qui m'a apporté la première véritable stabilité financière que j'avais ressentie dans ma vie d'adulte. J'étais propriétaire de mon appartement. Enfin, presque entièrement propriétaire avec une hypothèque gérable et un bon taux que j'avais bloqué avant que tout ne parte de travers avec les taux d'intérêt. J'avais une chienne nommée Ranch, une bâtarde marron de taille moyenne que j'avais sortie d'un refuge d'euthanasie à Joliet 3 ans plus tôt. Elle avait une oreille qui se dressait et une qui tombait. Et elle avait le visage le plus sérieux que vous ayez jamais vu sur un chien, comme si elle calculait toujours quelque chose. Elle dormait au pied de mon lit et elle accueillait Gareth chaque fois qu'il venait comme s'il était un inconvénient mineur qu'elle avait décidé de tolérer pour moi. J'aime cette chienne plus que je ne peux l'expliquer adéquatement. Je veux que vous imaginiez le jeudi matin dont je parle. Ranch fait son visage sérieux à la porte arrière pendant que je me sers mon 2e café. Mon ordinateur portable est ouvert sur le comptoir de la cuisine sur une série de dessins pour une extension de maison à Wilmette. Ricanement, Gareth est à l'îlot, lisant quelque chose sur son téléphone, toujours dans le t-shirt gris dans lequel il a dormi,
et la lumière à travers la fenêtre de la cuisine fait cette chose qu'elle fait début octobre où tout semble avoir été trempé dans du miel. Il a levé les yeux de son téléphone et a dit « Maman veut qu'on dîne dimanche ». J'ai dit « Quel dimanche ?» Ce dimanche. Je me souviens avoir posé ma tasse de café avec précaution. J'avais rencontré Diane Hargrove exactement 2 fois à ce moment-là. Les 2 fois avaient été brèves, publiques et soignées. C'était le genre de femme qui faisait la bise et posait des questions pointues en souriant d'une manière qui n'atteignait jamais ses yeux. La première fois, elle m'avait demandé moins de 4 minutes après notre rencontre quel était le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise. J'avais esquivé avec aisance. J'avais l'habitude d'esquiver parce que le monde de l'architecture est plein de gens qui veulent vous évaluer financièrement dès la première conversation. Mais j'avais repensé à ça en rentrant chez moi. Est-ce que c'est un truc ? Ai-je demandé à Gareth. Un dîner dominical régulier ou un truc spécifique ? Il a souri de la manière qu'il avait quand il était légèrement évasif. Pas malhonnête exactement. Gareth n'était pas malhonnête. Ou du moins, je ne le pensais pas à l'époque. Juste sélectif. Elle veut mieux te connaître, a-t-il dit. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Elle pense qu'il est temps. J'ai dit, très bien. J'ai dit, bien sûr. Je me suis dit que les belles-mères difficiles étaient une expérience humaine universelle et que j'étais une adulte compétente qui avait navigué dans des dynamiques interpersonnelles pires qu'une mère possessive avec des opinions bien arrêtées sur les choix de son fils. Ce que je ne savais pas, ce que Gareth ne m'avait pas dit, et c'est la partie qui me fait encore serrer la mâchoire quand j'y pense, c'est qu'il prévoyait de me demander en mariage à ce dîner. Il, ricanement, a fait sa demande au dessert devant Diane et son mari Philippe, qui était un homme silencieux avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui avait appris il y a longtemps à ne pas se mettre en travers du chemin de sa femme. Gareth s'est agenouillé à côté de la table de la salle à manger dans cette maison immaculée de Barrington, et il a dit les choses que l'on dit quand on fait sa demande, et j'ai dit oui, et je le pensais de tout mon être. J'avais 35 ans. J'avais été prudente et délibérée dans cette relation. Je l'aimais. Diane m'a serré dans ses bras. Elle a dit « Bienvenue dans la famille, ma chérie ». Elle l'a dit d'une voix chaleureuse. J'ai pensé que c'était un début. C'était en fait une performance. Le changement a été subtil au début. Un commentaire à Thanksgiving. Oui, nous fêtions Thanksgiving avec sa famille, ce qui, avec le recul, je comprends était en soi une démonstration de force, sur le fait qu'elle avait toujours imaginé que le mariage de Gareth se tiendrait dans un lieu à Lake Forest que la fille de sa camarade de collège avait utilisé. Pas agressif, juste une déclaration lâchée dans la conversation à table. De la manière dont on jette une pierre dans l'eau et on regarde ensuite les cercles se propager. J'ai souri et j'ai dit que Gareth et moi n'avions pas encore vraiment discuté des lieux. Elle a dit, bien sûr, bien sûr. Et elle est passée à autre chose. Puis il y a eu le truc de la veille de Noël où elle a mentionné nonchalamment au cousin de Gareth que je faisais du travail architectural sur un ton qui suggérait que je concevais des abris de jardin pour de l'argent. Son cousin m'avait regardé avec cette pitié de banlieue particulière pour laquelle je n'ai aucune patience. Le genre qui dit « Oh, tu as un travail. » Comme c'est courageux. Et Gareth avait changé de sujet sans corriger la présentation de sa mère. J'en ai parlé dans la voiture sur le chemin du retour. J'ai dit qu'elle donnait l'impression que je faisais de la rédaction de plans en freelance depuis un sous-sol. Gareth a dit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que font les architectes. Elle ne le pensait pas à mal. J'ai dit, elle m'a demandé quel était notre chiffre d'affaires annuel la première fois que nous nous sommes rencontrés. Elle comprend exactement ce qu'elle demande. Il est devenu silencieux. C'était une autre chose à propos de Gareth. Il devenait silencieux quand il ne voulait pas être d'accord avec vous, mais ne trouvait pas le moyen de ne pas être d'accord. J'avais toujours interprété cela comme de la prévenance. Je commençais à réévaluer. Au moment où janvier est arrivé, froid, gris, le genre de janvier qui vous fait remettre en question chaque décision que vous avez jamais prise concernant la vie en Illinois. Diane avait suggéré 2 fois que j'étais peut-être trop concentré sur ma carrière pour donner à son fils la vie de famille qu'il méritait, avait mentionné une fois avec ce sourire que son ex-femme avait été très dévouée à la création d'un véritable environnement familial. Et m'avait demandé lors d'un dîner où j'avais été la seule personne à table à avoir mangé la salade de fenouil sans me plaindre si mon père travaillait encore ou était à la retraite. J'avais répondu à cette question de manière égale. J'avais dit que mon père était semi-retraité, ce qui était vrai. Ce que je n'avais pas ajouté,
Parce que ce n'était pas ses affaires, et parce que je ne commence pas par ça, c'était le reste du tableau. Mon père, Raymond Mérite, avait passé 32 ans à bâtir une entreprise régionale de construction et de promotion immobilière dans le centre de l'Illinois. Il avait commencé avec une camionnette et un prêt de $4 000, et il en avait fait quelque chose qui gérait maintenant plus de 40 millions de dollars d'actifs dans 3 États. Il était discret à ce sujet. Il conduisait un F-150 de 12 ans, et il appelait toujours les entrepreneurs par leur prénom et se souvenait des anniversaires de leurs enfants. C'était la meilleure personne que je connaissais. Diane ne savait rien de tout cela, et j'avais pris la décision consciente de ne pas le lui dire parce que cela ressemblait à un test que je refusais de passer selon ses termes. La fête de fiançailles était son idée, naturellement, le 15 février. Elle avait choisi la date elle-même, un samedi, le lendemain de la Saint-Valentin, pour que les décorations soient encore en place au lieu qu'elle avait choisi, un club privé à Barrington auquel sa famille appartenait depuis 22 ans. Elle avait invité 60 personnes, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrées. Elle avait choisi le traiteur. Elle avait choisi les fleurs. Quand j'ai suggéré gentiment que Garrett et moi pourrions vouloir avoir notre mot à dire sur la liste des invités, elle m'avait regardé avec une expression d'une confiance si sereine que je me suis senti comme une enfant demandant à réarranger les meubles dans la maison de quelqu'un d'autre. Ricanement, j'aurais dû savoir, debout dans ce parking gris de février sous la neige fondue, dans ma robe noire, regardant mes talons s'enfoncer légèrement dans le sol mouillé pendant que Garrett tenait son parapluie au-dessus de moi. Que j'entrais dans quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. La première heure s'est bien passée. Champagne, présentation, l'épuisement particulier d'être la femme que tout le monde veut évaluer sans en avoir l'air. J'ai souri jusqu'à en avoir mal au visage. J'ai parlé de l'entreprise. J'ai parlé de la maison que Garrett et moi prévoyions d'acheter à Inverness, une maison pour laquelle j'avais, de manière assez absurde, déjà esquissé des concepts de plans préliminaires dans mon carnet personnel. Parce que c'est ce que font les architectes. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. J'ai parlé à Philippe, qui était sincèrement gentil à sa manière discrète, et à la sœur de Garrett, Renata, qui semblait presque s'excuser pour toute la soirée d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Et puis Diane m'a prise à part. Elle m'a dirigé vers le couloir près du vestiaire, loin de la salle principale, avec une main sur mon coude. Sa poigne était étonnamment ferme. Je me souviens avoir pensé qu'elle sentait le Chanel numéro 5 et avoir trouvé cela approprié. Elle a dit, « Je veux te parler de quelque chose avant que cela n'aille plus loin. » J'ai dit, « Bien sûr. » Ma voix était stable. J'en étais fier. Elle a dit, « J'ai fait des recherches sur ton entreprise, une pause sur toi. » Mon estomac est tombé d'environ 3 pouces. Pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que la façon dont elle l'a dit, le calme délibéré et étudié de sa voix, m'a dit qu'elle pensait avoir trouvé quelque chose. Dex Callaway m'a appelé, a-t-elle dit. Et voilà. La pièce a semblé basculer légèrement. Dex, mon partenaire en affaires, l'homme avec qui j'avais construit Mérite Callaway pendant 6 ans, l'homme qui avait une clé du bureau et accès à tous nos comptes financiers et connaissait toutes nos relations clients. Dex avait appelé la mère de Garrett. Il m'a dit des choses très intéressantes sur l'état des finances de votre entreprise, a dit Diane. Sa voix était parfaitement agréable, de la manière dont un scalpel est parfaitement précis. Et sur certaines décisions que vous avez prises à son insu. Il est assez inquiet. J'ai dit, je suis désolé, Dex vous a appelé. Il est, ricanement, inquiet pour son investissement, a-t-elle dit. Et franchement, moi aussi. Mon fils prévoit de fusionner sa vie avec la vôtre. J'ai le droit de savoir à quoi m'attendre. J'ai senti la clarté froide qui vient lorsque la colère essaie de devenir quelque chose de plus contrôlé. J'ai dit, quoi que Dex vous ait dit, j'aimerais l'entendre directement parce que je n'ai connaissance d'aucune irrégularité financière dans notre entreprise. Diane m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit avec ce sourire, il a dit que vous avez détourné des acomptes de clients, qu'il y a des comptes auxquels il ne peut pas accéder, que vous avez construit quelque chose à côté sans le lui dire. L'accusation a atterri comme un objet physique. Parce que c'était un mensonge complet, construit, délibéré, et parce que j'ai su en un instant exactement pourquoi Dex l'aurait raconté. Mais je n'ai pas eu la chance de répondre parce que c'est à ce moment-là que Garrett s'est approché avec 2 verres de champagne et une expression qui m'a dit, de la manière spécifique dont on peut lire quelqu'un qu'on a aimé pendant 3 ans. Qu'il avait entendu au moins une partie de ce que sa mère venait de dire. Et Diane a regardé son fils,
puis elle m'a regardé de nouveau et elle a dit assez fort pour que les deux couples les plus proches de nous puissent entendre chaque mot. Je ne laisserai pas une petite fraudeuse sans le sou entraîner mon fils dans le pétrin dans lequel elle a mis sa vie. Et puis elle m'a giflé. La pièce est devenue silencieuse par étapes, comme une vague se propageant à partir du point d'impact. Je suis resté là, ma main levée à mi-chemin de ma joue, sans la toucher tout à fait, mon cerveau faisant cette chose qu'il fait en état de choc où il essaie de trouver l'explication logique pour quelque chose qui n'a pas d'explication logique. Elle l'a fait de nouveau. Plus fort. Gareth a dit « Maman ». D'une voix trop faible, trop tardive, trop incertaine. J'ai baissé ma main. J'ai regardé le visage de Diane Hargrove, sa certitude empourprée, la conviction absolue qu'elle en avait le droit. Et j'ai pris une décision qui était la chose la plus claire que j'avais ressentie depuis des mois. Je suis allé au vestiaire. J'ai pris mon manteau. Je suis sorti par la porte d'entrée dans la neige fondue. Et je me suis tenu sur les marches mouillées de ce club privé de Barrington et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Il décrochait toujours à la deuxième sonnerie. J'ai dit, « Papa, j'ai besoin que tu viennes me chercher. » Et j'ai besoin que tu viennes me chercher. Et j'ai besoin que tu t'occupes d'eux sans aucune pitié. Il y a eu une pause sur la ligne, pas longue, peut-être 2 secondes. Puis mon père a dit, « Où es-tu exactement ?»« Barrington Country Club, l'entrée principale sur la route 59. »« Je suis à 40 minutes, a-t-il dit. Va à l'intérieur quelque part au chaud. N'engage la conversation avec personne. » Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il ne m'a pas demandé d'expliquer. C'était Raymond Mérite en un seul échange. Il évaluait ce qui était nécessaire. Il vous disait ce qu'il allait faire et ensuite il le faisait. Je l'avais vu opérer de cette façon toute ma vie. Je n'avais jamais été plus reconnaissante pour cela que lorsque j'étais debout sur ces marches mouillées sous la neige fondue, ma joue encore brûlante. Je suis retourné à l'intérieur, pas dans la salle principale. J'ai trouvé un petit salon près du vestiaire, un groupe de chaises que personne n'utilisait, et je me suis assise, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire ce que j'aurais dû faire au moment où le nom de Dex est sorti de la bouche de Diane. J'ai appelé mon avocate. Elle s'appelle Margot Finch. Elle est mon avocate d'affaires depuis que j'ai fondé l'entreprise, et elle a la qualité spécifique de répondre à son téléphone à 21h30 un samedi soir sans avoir l'air agacé. Je lui ai dit ce que Diane avait dit. Je lui ai parlé de Dex. Je lui ai tout raconté en environ 4 minutes. Margot a dit, « Cali, écoute-moi. Va sur le portail comptable de ton entreprise tout de suite. Fais des captures d'écran de chaque solde de compte, de chaque transaction des 90 derniers jours, de chaque acompte reçu et déboursé. Fais-le avant qu'il ne fasse quoi que ce soit d'autre. » J'ai dit, « Tu penses qu'il déplacerait vraiment de l'argent ?» Elle a dit, « Je pense qu'un homme qui a appelé ta future belle-mère avec des accusations fabriquées sur tes finances a déjà décidé de faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais documente tout maintenant, ce soir, avant lundi matin. » J'ai passé les 35 minutes suivantes dans ce fauteuil à faire exactement cela. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. Je pense que la colère avait consumé le choc et laissé quelque chose de plus propre en dessous. Pas calme exactement, mais concentré. Le genre de concentration que l'on obtient quand on comprend qu'on est dans un combat et que les sentiments ne sont pas utiles. Voici ce que j'ai trouvé pendant ces 35 minutes. Et ce que j'ai trouvé a confirmé ce que je soupçonnais déjà. C'était Dex qui déplaçait de l'argent, pas moi. Il y avait 3 comptes d'acompte clients, des comptes qui nécessitaient une double autorisation pour tout retrait. Et dans 2 d'entre eux, le journal d'autorisation montrait que Dex avait ajouté un utilisateur secondaire 3 semaines plus tôt, un nom que je ne reconnaissais pas. Il avait mis en place l'infrastructure pour vider ses comptes et me faire porter le chapeau pour les irrégularités. L'histoire qu'il a racontée à Diane n'était pas un mensonge qu'il avait inventé pour la monter contre moi. C'était un scénario. C'était l'histoire de couverture pour ce qu'il était déjà en train de faire. J'ai envoyé les captures d'écran à Margot, les 47. Elle a répondu par texto 3 minutes plus tard. Tout ira bien pour toi. Ne dis un mot à personne à cette fête à ce sujet. Ton père arrive. J'ai dit, oui. Elle a dit, bien. J'ai entendu le changement dans la salle principale avant de le voir. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les voix avaient changé de registre, plus basses, plus délibérées.
L'acoustique spécifique d'une pièce où quelque chose se passe que tout le monde veut regarder, mais que personne ne veut admettre qu'il regarde. Je me suis levé de mon fauteuil et j'ai regardé au coin. Mon père était arrivé en 38 minutes. Je ne sais pas comment il a conduit si vite, mais Raymond Mérite a toujours eu une relation particulière avec l'urgence. Il se tenait juste à l'intérieur de l'entrée principale, toujours dans ses vêtements de travail, un pantalon foncé, une veste en toile doublée de flanelle, des bottes de travail qui avaient vu un usage réel. Il avait 64 ans, et il n'était pas un homme physiquement imposant comme on pourrait l'imaginer si je vous racontais cette histoire. Il était de taille moyenne, mince, avec des cheveux gris et le genre de visage buriné qui vient de décennies passées réellement à l'extérieur sur des chantiers. Il avait l'air complètement déplacé dans cette pièce raffinée pleine de gens en tenue de cocktail. Il avait aussi 2 hommes avec lui. L'un était son avocat, Warren Chu, que j'ai reconnu immédiatement, un homme compact dans la cinquantaine avec des lunettes à monture métallique. Qui avait représenté l'entreprise de mon père pendant 15 ans et avait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait gagné suffisamment de procès pour ne plus avoir besoin de jouer la comédie. L'autre homme, je ne l'ai pas reconnu immédiatement, puis si. C'était Frank Delgado, qui dirigeait le bureau régional d'un groupe bancaire commercial avec lequel l'entreprise de mon père travaillait depuis plus d'une décennie. Frank était en veste de sport. Il était venu ici un samedi soir. Diane Hargrove se dirigeait vers mon père avant même qu'il n'ait traversé la pièce. Je pouvais voir à la position de ses épaules qu'elle avait décidé qu'il était un invité non désiré qu'elle allait gérer. Elle a dit de sa voix sociale la plus contrôlée, « Je suis désolé. C'est un événement privé. » Mon père l'a regardé sans expression particulière. Il a dit, « Vous êtes Diane Hargrove. » Elle s'est arrêtée de bouger. Quelque chose dans son ton, pas hostile, juste précis, l'a fait s'arrêter. « Je suis Raymond Mérite, » a-t-il dit. Le père de Cali. Une pause. Je pense que vous et moi avons des choses à discuter. Je suis alors entré dans la pièce. J'ai vu Garrett me voir, le voir remarquer mon père, Warren et Frank. J'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Renata se tenait près de la cheminée, et elle avait l'air presque soulagée, ce que j'ai noté. Garrett s'est approché de moi. Il a dit doucement. « Cali, je suis désolé. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, j'aurais dû. »« Pas maintenant, » ai-je dit. Et je le pensais sans cruauté. Je n'avais tout simplement pas la capacité mentale pour cette conversation dans les 10 prochaines minutes. Mon père, Warren et Diane s'étaient déplacés au bord de la pièce, près des fenêtres. Philippe s'était matérialisé à côté de sa femme comme il le faisait toujours, présent, silencieux, légèrement derrière elle. Je me suis déplacé pour me tenir à côté de mon père. Diane nous a regardés tous les trois, mon père, Warren, moi. Et elle s'est visiblement réajustée. Elle a dit, « Je ne sais pas ce que Cali vous a dit, mais je protégeais simplement les intérêts de mon fils. » Warren a dit, « Madame Hargrove, je vais vous arrêter là. » Il a ouvert le portefeuille en cuir qu'il portait et a posé 4 pages sur la table de cocktail la plus proche avec la précision soigneuse de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Ce sont les résultats préliminaires d'un examen comptable judiciaire des finances de Mérite Callaway Design, initié il y a 40 minutes à la demande de ma collègue. Il a tapoté les pages. Il documente un schéma d'accès non autorisé à des comptes et de préparation de mouvements de fonds cohérents avec un détournement de fonds, traçable jusqu'au cofondateur de l'entreprise, Dex Callaway, et non jusqu'à Cali Mérite. La pièce était devenue très silencieuse. Pas complètement. Les gens parlaient encore. Les verres tintaient encore. Mais la vingtaine de personnes les plus proches de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Diane a dit, « Ce n'est pas ce que Dex. Dex Callaway vous a appelé avec un récit fabriqué de toutes pièces, » a dit mon père. Sa voix était conversationnelle, presque douce, ce qui était en quelque sorte pire que s'il avait été en colère. Il est actuellement en train de voler l'entreprise de la fiancée de votre fils. Il vous a raconté une histoire sur elle pour créer une couverture, et vous avez choisi de l'utiliser. Il l'a regardé avec l'attention soutenue d'un homme qui avait négocié avec des gens difficiles pendant 30 ans et n'avait plus aucune patience pour le théâtre. Vous avez giflé ma fille 2 fois devant 60 personnes. Diane a ouvert la bouche, l'a refermée. Frank Delgado a dit, de légèrement derrière mon père, « Raymond, je peux confirmer l'examen des comptes. Nous avons signalé des schémas d'accès anormaux sur 2 des comptes joints jeudi.
Nous allions contacter Madame Merritt lundi, mais il m'a jeté un regard. Étant donné les circonstances. J'ai dit, en regardant directement Diane, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous m'avez traité de mendiante sans le sou devant tout le monde dans cette pièce. Vous m'avez traité de fraudeuse. Vous avez posé vos mains sur moi 2 fois. J'ai gardé ma voix égale. J'avais pratiqué cette forme particulière de contrôle depuis l'âge de 22 ans et je n'allais pas la perdre maintenant. Le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise l'année dernière était de 2,3 millions de dollars. Je suis propriétaire de ma maison. Je n'ai aucune dette de consommation. Mon score de crédit est de 814. J'ai fait une pause. Et mon père a bâti une entreprise de 40 millions de dollars à partir d'une camionnette et d'un prêt de 4 000 dollars. Vous m'avez demandé s'il était à la retraite. Il ne l'est pas. Il ne ressent juste pas le besoin de l'annoncer lors de dîner. Quelque chose a traversé le visage de Diane. Pas du remords. Je ne pense pas que Diane Hargrove ait jamais connu le remords au sens conventionnel du terme. C'était plus proche d'un recalcul. La prise de conscience qu'elle avait attaqué quelqu'un sans d'abord vérifier le terrain, ce qui, dans son monde, était l'erreur cardinale. Philippe a posé sa main sur le bras de sa femme. Il a dit, Diane. Juste ça. Warren a dit doucement, Mademoiselle Merritt ne portera pas plainte pour agression pour le moment, à condition que cette soirée se termine sans autre incident et que vous n'entriez plus en contact avec elle, son entreprise ou ses employés. Il l'a dit comme on énonce un fait, pas une menace. Si cette condition n'est pas respectée, nous aurons une conversation différente. Garrett se tenait derrière moi. Je pouvais le sentir là sans me retourner. Il a dit, Maman, tu dois t'excuser. Diane a regardé son fils. Puis elle m'a regardé. La certitude sur son visage ne s'était pas entièrement effondrée. Les gens comme Diane ne s'effondrent pas complètement. Ils se réorganisent. Mais elle s'était fissurée à l'endroit précis où elle avait cru être intouchable. Elle a dit, Cali, je d'un souffle. J'ai agi sur la base d'informations que je comprends maintenant comme ayant pu être. Ayant pu être. J'ai dit, d'accord. Je me suis retourné. J'ai regardé Garrett. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. Culpabilité et chagrin et quelque chose qui ressemblait au début d'une prise de conscience de qui était réellement sa mère et de ce que signifiait le fait qu'elle ait fait cela. J'avais aimé ce visage pendant 3 ans. Je connaissais chacun de ses registres. J'ai dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas en colère contre toi pour ce qu'elle a fait. Je te demande de me dire si toi, Garrett, pas elle, toi, tu as cru quoi que ce soit de tout ça. Il n'a pas répondu immédiatement. Et cette pause, ce petit moment de silence, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce à quoi ressembleraient les 6 prochains mois si je restais. J'ai dit, d'accord. Je l'ai embrassé sur la joue. Je le pensais sincèrement. Puis j'ai ramassé mon manteau sur la chaise où je l'avais laissé et je suis allé vers la porte avec mon père, Warren et Frank. Et nous sommes sortis sous la neige fondue qui s'était transformée en pluie. Et je ne me suis pas retourné. Le trajet de retour avec mon père a été silencieux pendant les 10 premières minutes. Il conduisait comme il conduisait toujours, les 2 mains sur le volant, sans se presser. La pluie tombait régulièrement sur le pare-brise. Finalement, il a dit, « Tu vas bien ?»« Ça ira », ai-je dit. « Dex » a-t-il dit. « Oui. » J'ai dit, « Dex. » Warren va déposer l'injonction lundi matin, a-t-il dit. Je l'ai les comptes joints. Tu auras une documentation judiciaire complète d'ici une semaine. Tu veux engager des poursuites pénales ou rester au civil? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à 6 ans à construire quelque chose avec une personne en qui j'avais confiance. J'ai pensé à la clé qu'il avait de notre bureau et à l'accès qu'il avait à nos relations clients et à la manière spécifique et calculée dont il avait décidé de tout brûler et de passer l'allumette à la mère de Garrett. Les 2, ai-je dit. Mon père a hoché la tête une fois. C'était réglé. La procédure judiciaire a duré 4 mois et ce n'était pas agréable et je ne vais pas prétendre que ça l'a été. Dex avait agi plus vite que nous ne l'avions prévu. Il avait déjà transféré 62 000 $ d'un des comptes d'acompte vers une société à responsabilité limitée qu'il avait créée au nom de sa petite amie. Le comptable judiciaire de Margot et Warren l'a retracé en 9 jours. Nous avons déposé des plaintes civiles et pénales.
il a réglé l'affaire civile 6 semaines plus tard pour une restitution complète plus des dommages et intérêts, ce qui s'élevait à un peu plus de 90 000 $ une fois les intérêts et les frais de justice calculés. L'affaire pénale a été résolue par un accord de plaidoyer. 18 mois de probation, travaux d'intérêt général, interdiction permanente d'occuper des postes fiduciaires dans toute entreprise professionnelle agréée en Illinois. Merritt Callaway Design est devenu Merritt Design Group. En mars, j'ai racheté sa participation dans le cadre du règlement. J'ai promu notre chef de projet, une femme nommée Sacha Okafor, qui était avec nous depuis 4 ans et qui était franchement meilleure à la moitié du travail de Dex qu'il ne l'avait jamais été, au poste de directrice associée. Nous avons embauché 2 nouveaux architectes juniors en avril. L'entreprise est intacte, meilleure en fait, plus saine. Garrett et moi avons rompu les fiançailles 2 semaines après la fête. Ce n'était pas une conversation dramatique. Nous nous sommes assis dans son appartement et avons parlé pendant 3 heures et ce qui en est ressorti était honnête, triste et nécessaire. Il aimait sa mère de la manière particulière dont les gens aiment quelqu'un qui a toujours rendu leur monde à la fois plus petit et plus sûr. Et il n'était pas prêt à arrêter de le faire. Peut-être qu'il y arriverait un jour. Je l'espérais sincèrement. Mais j'avais 35 ans et j'avais travaillé trop dur et construit trop de choses pour attendre qu'un homme décide si la version de sa mère de moi ou la vraie moi était celle en laquelle il croyait. J'ai gardé la bague pendant environ 2 jours, puis je l'ai rendue parce que c'était une belle bague et que je ne voulais pas la regarder. Diane Hargrove ne s'est jamais excusée. Pas vraiment. Pas de la manière qui atteint l'os. Elle a envoyé une note par l'intermédiaire de Warren, 3 lignes, prudente et juridique, exprimant son regret pour toute détresse causée. Je l'ai lue une fois et l'ai mise dans un dossier et je n'y ai pas beaucoup pensé depuis. Renata m'a appelé en mars, la sœur de Garrett. Elle a dit, je veux que tu saches que je lui ai dit qu'elle avait tort. Je le lui ai dit avant qu'il ne fasse sa demande, en fait. Je lui ai dit qu'elle ferait quelque chose comme ça. Elle a fait une pause. Je suis désolé qu'il n'ait pas écouté. J'ai dit, merci de dire ça, Renata. Ça compte. Ça comptait plus que je ne l'aurais cru. Mon père, de son côté, n'a jamais dit, je te l'avais bien dit. Parce que Raymond Merritt n'est pas ce genre d'homme. Ce qu'il a fait, c'est se présenter à mon appartement le week-end après la fin des fiançailles avec la marque préférée de friandises pour chiens de ranch et un gratin que sa femme de ménage avait préparé. Et il s'est assis au comptoir de ma cuisine et a bu du café pendant que je parlais, et il a écouté comme il avait toujours écouté, complètement sans arrière-pensée, sans essayer de réparer ce qui n'avait pas besoin d'être réparé. À un moment donné, j'ai dit, je pensais vraiment avoir tout compris cette fois-ci. Il a dit, tu as bien tout compris, juste plus vite que tu ne le pensais.